En fait, même si il n'y a pas d'évaluation, il n'y a pas de diplôme et tout, la transformation personnelle et les apprentissages sont tellement énormes qu'en fait, il n'y a pas besoin de diplôme, quoi. Rencontre au hasard lors d'un reportage pour Sur quel pied penser avec Opaline, cofondatrice de l'école d'agroécologie voyageuse. Elle accompagne les 18-25 ans qui souhaitent apprendre l'agroécologie par l'expérience en réalisant un projet autour de la transition agroécologique. Cette école veut inspirer et former les futurs paysans et paysannes ambassadeuristes de la transition agroécologique. Pour cela, elle propose 2 programmes pour apprendre par l'expérience dans un réseau de fermes et trouver sa place dans le vivant. Alors là, on est dans les mots officiels. La création part tout de même de constatations. Un système de production alimentaire qui doit être plus résilient. Le paysan est un acteur essentiel du changement, mais le métier est trop dévalorisé. 40% des agriculteurs partiront à la retraite d'ici 2030 et il n'y a pas assez de jeunes pour les remplacer. Et enfin, une meilleure connexion est nécessaire ainsi qu'une expérience de terrain qui doit venir compléter les formations. Alors à travers un accompagnement collectif et individuel d'1 an ou à la carte, les élèves voyageurs apprennent l'agroécologie dans les fermes tout en aidant les agriculteurs et agricultrices. Allez, sans qu'il y ait de rapport direct, la seconde partie de l'émission est consacrée à Robert pour son 2e épisode. Il reprend le micro pour nous parler de sa jeunesse et de son passé d'élu local pour Octoplus, la série d'entretiens qui fait parler Sus de l'Octantenne. On fait un entretien un peu particulier aujourd'hui, on est dans un champ avec Opaline. Bonjour. Bonjour. Donc toi, tu es la fondatrice de l'école d'agroécologie voyageuse. Ouais, c'est ça. Fondatrice des agronomes, l'association qui porte l'école d'agroécologie voyageuse, et aussi de l'école d'agroécologie voyageuse. Et aujourd'hui, on est une équipe à gérer ce petit projet. Alors, qu'est-ce que c'est exactement cette école d'agroécologie voyageuse ? Tu as monté ça il y a combien de temps ? En fait, moi j'ai été prof en lycée agricole et à la suite de 5 ans d'enseignement en lycée agricole, j'ai décidé de partir faire le tour du monde. Donc ça, c'était il y a 4 ans, parce que j'en avais marre d'enseigner l'agroécologie de manière descendante, parce qu'on avait très peu de possibilités pour faire des activités où on apprend l'agroécologie, l'agriculture par l'expérience. Parce qu'à l'époque où j'enseignais, c'était le tout début où l'agroécologie n'était plus un gros mot dans l'enseignement agricole. Mais je me sentais étouffée, donc je suis partie faire un tour du monde d'1 an dans 12 pays, à travailler entre une 40aine de fermes en agroécologie. Et en revenant, je me suis dit que je ne pouvais pas redevenir prof en lycée agricole. Et donc a germé l'idée de créer ma propre école. Mais toute seule, c'était super dur. J'avais plein d'idées, mais j'ai été rejointe par Sarah, qui est partie du projet maintenant, mais qui a cofondé le projet, qui a amené de la structure pour fonder la première école et la première promo. Donc ça, c'était en 2020. Tu as des retours déjà des anciens élèves ? En général, ce qu'on remarque, c'est que cette école, elle transforme les personnes qui s'y frottent, que ce soit les intervenants, les fermes et bien entendu les étudiants et les étudiantes. Parce que notre objectif, c'est pas de transmettre des connaissances, c'est d'accompagner les gens à trouver leur place dans le vivant, que ce soit une place de paysan-paysanne, de formateur, de formatrice, d'un autre métier qui juste être autonome, avoir son lieu autonome, devenir journaliste pour le vivant. Enfin, c'est vraiment trouver sa place et pas forcément tu deviendras agriculteur, quoi. Ouais, on a des retours de personnes qui ont fait l'école et en général, ce qu'on remarque, c'est on n'a pas encore de retour de personnes installées parce que les personnes qui ont participé étaient très jeunes. Donc on a 2 personnes qui se sont installées en tant que paysan-paysanne, mais on a surtout des retours de je me sens plus légitime dans le monde agricole et j'ai plus confiance en
en moi, dans mes projets, dans ce que je vais réaliser. L'école, concrètement, elle amène quoi? Des pistes de réflexion, une formation? Elle amène, en fait, notre clé, c'est vraiment l'accompagnement individuel. Donc, on part du principe que, avant les connaissances techniques, c'est d'être à l'écoute des personnes, de pourquoi elles sont là, qu'est-ce qui les fait vibrer au plus profond. Et donc il y a cet accompagnement individuel, collectif, puisque c'est une promo qui démarre ensemble. Alors on a développé d'autres programmes, mais notre principal programme Forêt, c'est une promo qui démarre ensemble et qui fait le programme pendant 8 mois. Et du coup, on apporte beaucoup de... ça démarre par, peut-être que Lucas et Audrey en ont parlé, par une phase enracinée où il y a plein d'interventions en agroécologie, en développement de l'être. On ne dit pas développement personnel parce que ça fait trop perso et galvaudé aujourd'hui. Mais vraiment, comment trouver mes valeurs, comment prendre des décisions qui sont en accord avec vers là où je veux aller, la communication non violente, l'écoute, comment écouter. Parce qu'aujourd'hui, la technique, on l'a, mais c'est vraiment comment, en tant qu'humain, on s'en sort dans ce monde et comment on est en contact avec le vivant à l'intérieur de nous et à l'extérieur. Qu'est-ce qu'elle apporte, cette école? Je pense que la base, c'est l'accompagnement. Donc on est une équipe de 4 accompagnatrices aujourd'hui. Et le réseau de fermes, avec des fermes pépites comme ici au Mawajit, où on est convaincu que c'est les agriculteurs qui ont les connaissances et l'expérience. C'est pas les profs. Il n'y a pas de profs dans cette école. C'est les agriculteurs les étudiants passent 70% du temps dans les fermes. Donc c'est les agriculteurs qui sont vraiment au cœur de la connaissance et de la transmission. Et nous, on accompagne les étudiants à prendre du recul par rapport à tout ce qu'ils vivent. À t'écouter, j'ai plus l'impression que c'est un centre de formation d'humanisme que vraiment une école d'agroécologie. Ouais, en fait, d'ailleurs, l'association s'appelle les agronomes, avec un grand H, comme des hommes, ce qui dérange certaines personnes parce qu'il y a le mot homme dedans, alors que c'est surtout des femmes, en plus, qui font l'école. Mais moi, c'est homme avec un grand H, et agronome, ça veut dire... Agro, c'est champ en grec, donc c'est remettre des hommes, des humains dans les champs. Et en fait, pour remettre des humains dans les champs, il faut d'abord, j'aime pas dire guérir, mais en tout cas accompagner l'humain à être bien dans ses bottes, et à comprendre sa place sur Terre, plutôt que de lui dire, bah voilà, les vers de terre, ça fait ça, la matière organique, ça fait ça, tu vas planter tel arbre. Oui, mais vraiment, au plus profond de toi, pourquoi t'es là, quoi. Et du coup, c'est la base de savoir qu'est-ce qu'on est venu faire ici. Et moi, je sais ce que je suis venu faire ici. Quel type d'élèves, du coup, vous recevez sur ces premières années? Est-ce que c'est vraiment des gens qui vont mal ou qui sont en tout cas en questionnement sur la planète et sur tout ce qui ne va pas? Ou est-ce que c'est déjà des gens convaincus qui ont une idée de formation, une idée de parcours? Alors, il y a de tout. À la base, l'école, elle était principalement ouverte aux jeunes ingénieurs agronomes en cours de formation ou en césure, qui ont fait cette formation et qui en fait n'ont pas du tout eu la pratique pour aider les agriculteurs pour vraiment comprendre ce que c'est que d'être paysan. Donc on va dire, les 2/3 de nos participants, ils ont fait une formation en agriculture et une grande partie, et une autre partie, c'est des personnes qui n'ont pas forcément de bagage agricole, qui ont un peu travaillé dans des fermes, mais qui veulent justement acquérir cette pratique. Et après, pour répondre à ta question, souvent ce qui ressort, c'est un besoin de pratique, de connexion à la terre, et un besoin d'être accompagné à trouver sa voie, et à prendre confiance en soi, confiance dans la vie. Il y a aussi beaucoup d'éco-anxiété, encore un mot que j'aime pas trop, parce que c'est pas que éco, c'est anxiété du monde tout court, hein. Et du coup, comment reprendre confiance dans la vie, dans la beauté de cette vie, malgré la noirceur ambiante qu'on peut montrer dans les médias ou qu'on peut vivre aussi, hein, parfois. Une école de philosophie, en fait. Ouais, une école du vivant, je dirais. Quand la tête te fait mal, que tu sens un malaise en toi, il faut lâcher prise, décontracte-toi. Oui, quand la tête te fait mal et que ça craint autour de toi, il faut lâcher prise, allez calme-toi. Quand la tête te fait mal, que tu sens un malaise en toi, il faut lâcher prise, décontracte-toi. Oui, quand la tête te fait mal et que ça craint autour de toi, il faut lâcher prise.
Lâcher prise ne veut pas dire relâcher son attention. Lâcher prise en d'autres termes, c'est refuser la pression. L'itinéraire d'une fille, l'itinéraire d'un garçon ne saurait s'accommoder d'obligations, d'interdictions. Les certificats, les brevets, tous les diplômes avec mention. À eux seuls ne suffisent pas à former les générations. Être à l'affût des sensations, être à l'affût des vibrations. Le savoir qui mène au pouvoir, entre les deux il y a l'action. Et quand la tête te fait mal, que tu sens un malaise en toi, il faut lâcher prise, décontracte-toi. Oui, quand la tête te fait mal et que ça craint autour de toi, il faut lâcher prise, allez calme-toi. Le centralisme nous les brise. Il faut lâcher prise, partout on nous parle de crise. Il faut lâcher prise, Le commerce et la loi du bis. il faut lâcher prise, les infos et les analyses. Il faut lâcher prise, La peur qui nous paralyse. il faut lâcher prise, tous les discours qui nous défrisent. Une école du vivant, mais ça reste quand même une école. On a, dans le mot école, il y a la connotation aussi d'apprendre quelque chose, d'être diplômé, d'arriver, de viser une finalité. Alors, pour moi, dans le mot école, il y a l'idée d'apprendre. C'est pour ça que je dis, je me bats un peu dans ma tête sur est-ce qu'on dit étudiant, élève, participant, apprenant. Il faut bien trouver un mot. J'ai ma collègue Julie qui est pas trop contente quand je dis étudiant parce qu'elle préfère participant et en même temps on est tous des étudiants en permanence de la vie, quoi. Donc moi je reste sur étudiant. Et par contre niveau diplôme, là je suis beaucoup moins... pour moi le but d'une école c'est pas de délivrer un diplôme. Ça c'est plus le système de confiance aujourd'hui qui fait qu'il faut avoir un certain diplôme pour valider des acquis, etc. Et en effet... peut-être qu'un diplôme serait intéressant pour qu'on soit reconnu au niveau national, par exemple, et qu'on ait des financements, par exemple, de l'État, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et du coup, on a un peu de soucis à avoir un modèle économique résilient. Mais on délivre un diplôme, un petit diplôme qui n'a aucune valeur étatique. Mais en fait, même si il n'y a pas d'évaluation, il n'y a pas de diplôme et tout, la transformation personnelle et les apprentissages sont tellement énormes qu'en fait, il n'y a pas besoin de diplôme, quoi. Enfin, le résultat, c'est juste d'avoir grandi. Si la finalité est de vouloir s'installer, donc tu disais c'est pas forcément ça, mais si la finalité est de vouloir s'installer en tant que paysan ou agriculteur, le diplôme il n'est pas forcément nécessaire. Ça aussi c'est une construction sociale, ce diplôme. Oui, alors il faut, en fait, pour avoir les aides en tant que jeune agriculteur, il faut un diplôme agricole reconnu. Mais pour s'installer en tant que paysan, on n'a pas forcément besoin de diplôme. Ouais. Quel profil réellement vous visez pour développer l'école? Parce que j'imagine que il faut aussi se salarier, il faut aussi manger, payer des locaux si vous en avez. C'est quoi le modèle économique, si on peut parler comme ça? Alors aujourd'hui, on est une équipe de 5 à plein temps et mi-temps. On est une association, donc on a aussi un bureau et un conseil d'administration. Et pour faire fonctionner une école avec une dizaine d'étudiants pour le programme forêt sur 8 mois et on va dire 6 personnes qui font le programme SEV, donc il y a un programme plus court à la carte pour les personnes qui n'ont pas 8 mois devant elles et qui n'ont pas forcément non plus la possibilité de s'organiser pour faire 8 mois. Il nous faut entre 80 et 100 000 euros. Donc ça fait 7 000 euros à peu près à payer par personne pour forêt. Et SEV, c'est 300 euros par mois. Et en fait, aujourd'hui, on est dans une société où on est habitué à ce que tout soit gratuit, à avoir des financements pour ça, à faire des écoles publiques, etc. Et donc, nous, on part du principe que c'est important. En fait, aujourd'hui, on est dans une société où on a pris. On prend à la nature, on prend beaucoup et on n'a pas appris à donner sans attendre en retour aussi. Et du coup, moi, j'ai beaucoup travaillé sur ma relation à l'argent et pour moi, c'est important d'apprendre aussi à mettre un peu d'argent pour ce qu'on va vivre et pour reconnaître la valeur de quelque chose et de la transformation qu'on s'apprête à faire. Et donc, les étudiants, ils payent entre 1 800 et 3 000 euros. Donc, c'est une participation libre et consciente. On leur propose soit de payer 1 800 ou 3 000. Et donc, pour compléter, pour arriver à 7 000 euros, 7 000, 8 000 euros, il faut qu'on trouve des partenaires. Là, on est en pleine campagne de dons en ce moment, petit message. On a des adhérents,
On fait des prestations extérieures, des ateliers d'initiation à l'agroécologie, etc., etc. Mais c'est vrai que c'est pas évident d'avoir un mode. En fait, là, cet hiver, on est en pleine restructuration de notre modèle économique. Voilà, on se pose des questions vraiment de base de qui on accepte l'argent, classique. Oui, parce que tu vas voir des entreprises comme Total ou Monsanto, ils vont être OK pour faire un peu de greenwashing et puis Ils vont être super OK, mais nous, on n'est pas OK en fait. Et est-ce qu'on est OK? Est-ce qu'on n'est pas OK pour Monsanto? Et est-ce qu'on est OK pour Super U? On est OK pour Yves Rocher? Bonne question. Ils font du bio, les 2 derniers exemples. Ouais, mais moi je me questionne encore là-dessus. En fait, moi, je me dis qu'à partir du moment... Enfin, si on reçoit de l'argent d'une structure, il faut que cette structure, elle accepte aussi d'être transformée par le projet. Que ce soit pas juste de l'argent pour dire « Ah ouais, on a soutenu un super projet et à côté, on peut faire de la merde, quoi. » Ça nécessite quand même une large réflexion et puis limite une enquête à chaque fois que quelqu'un potentiellement pourrait être aidant. Ouais, c'est ça. Et à un moment, si on veut que cette école elle existe, il faut faire des choix, quoi. Parce que l'année prochaine, on se dit que peut-être qu'il y aura la moitié de la promo qui payera plein pot. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont les moyens, aujourd'hui, des personnes en reconversion professionnelle, qui ont gagné pas mal d'argent dans leur vie, qui peuvent payer 7 000 ou 8 000 euros. Mais dans tous les cas, on veut que cette école elle reste accessible. Donc du coup, il faut trouver des moyens de nous payer. Et après, combien on veut gagner aussi, c'est vraiment des questions de société. S'il y a un effondrement du système bancaire, est-ce qu'on aura toujours encore de l'argent qui rentrera dans notre compte en banque? Enfin voilà, ça va très très loin, hein, mais on se pose ces questions-là aussi, quoi. C'est essentiel de se poser ce genre de questions, mais de toute façon, avec un effondrement du système bancaire, après il n'y aura plus besoin de bosser, il n'y aura plus besoin d'argent, beaucoup différemment. Mais non, là, le hors boutade, c'est un risque aussi à vouloir financer les choses de cette manière-là, de tomber dans un modèle qui fonctionne aujourd'hui, mais tu vois, de demander le quotient familial, d'indexer le truc sur la CAF, sur ce genre de choses qui permettent de savoir quels sont les revenus des personnes, et c'est pas évident. Nous, on ne veut pas faire ça. Enfin, on part, par exemple... par rapport à ce choix entre 1 800 et 3 000 euros, on se base sur la confiance. C'est-à-dire qu'on dit aux gens, voilà, tu payes ce que tu veux. Et en fonction de... on donne des indicateurs quand même. Si par exemple, de quel milieu social tu viens, quel est ton niveau d'études, est-ce que tu as je sais pas, une résidence secondaire. Non mais vraiment, hein, est-ce que tu as choisi volontairement de ne pas dépendre de tes parents qui sont riches? Tu vois, il y a plein de questions comme ça et ça amène les gens à se questionner vraiment profondément sur l'argent. Qu'est-ce que ça vaut? Quelle valeur je donne à cette école? Quelle valeur je donne à ce parcours que je m'apprête à vivre?
Rien que le fait d'essayer de rentrer dans l'EAV, donc l'école d'agroécologie voyageuse, c'est déjà une démarche de réflexion sur tout ça, le monde qui nous entoure et puis tout ce que tu nous as dit. Oui, je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas participé à l'EAV et qui, rien que l'entretien de recrutement, les a un peu bouleversés. Comment on rentre ? Alors, il suffit de nous contacter. Là, on n'a pas encore officiellement commencé le recrutement, mais c'est tout à fait possible de nous contacter via le site internet lesagronomes.com ou alors agroécologievoyageuse@gmail.com. Malheureusement, on n'a pas encore d'adresse mail parce que voilà, on utilise encore Google. Au grand désarroi de Lucas, qui est en train de planter un framboisier juste à côté de moi. Et à mon grand désarroi aussi, mais bon, c'est des choses qui prennent du temps aussi. Bref, je m'éparpille. Et du coup, nous contacter et voilà, dire pourquoi vous voulez participer à l'EAV. On a le programme SEV, donc pour le programme SEV à la carte, avec un parcours de 2 à 8 mois. Et pour le programme forêt, démarrage septembre 2023. Donc la sève à la carte, c'est-à-dire qu'on peut décider de ne pas voyager, de venir juste faire des formations ? Alors si sève, en fait, l'école d'agroécologie voyageuse, il y a toujours le voyage dedans. Donc sève, c'est un parcours voyageur, mais sans le côté promo. On peut démarrer quand on veut, finir quand on veut. Et c'est à la carte au mois, en fait. Donc ça se rapproche du woofing, du coup ? Le woofing, il n'y a pas d'accompagnement individuel, il n'y a pas toutes les interventions en agroécologie, il n'y a pas l'accès à un réseau de fermes pépites en agroécologie. Non, l'EAV, elle est vraiment basée sur le réseau de fermes en agroécologie, pas forcément en bio d'ailleurs, alors que le woofing c'est en bio. Et l'accompagnement individuel, l'accompagnement collectif, l'accompagnement de vie en fait. Dans le woofing, il n'y a pas d'accompagnement. D'où le terme d'école, du coup, peut-être. Voilà, c'est ça. Je pense qu'on touche à ça, ouais. Sur ce côté école et de ce que vous faites, de ce que tu dis, d'apprendre le vivant, d'apprendre une certaine humanité, et que ce soit très complet, il n'y a pas de cours magistraux, c'est des formations, c'est des réflexions. Est-ce que, justement, par rapport à ton parcours, toi, de prof dans l'éducation nationale, est-ce que c'est quelque chose qui manque, ça, à l'éducation nationale ? Est-ce que ça ne devrait pas, au final, être toujours comme ça ? Ouais, alors déjà, c'est le ministère de l'Agriculture, c'est pas l'éducation nationale. Il faut savoir que les lycées agricoles et les écoles d'ingénieurs agronomes publics dépendent du ministère de l'Agriculture. Et du coup, je suis en train d'essayer d'enfoncer une bouture, mais ça marche pas. En fait, à l'avenir, une de nos stratégies, notre stratégie, je pense, qui sera déployée l'année prochaine, c'est d'aller au contact du système actuel, c'est-à-dire de l'enseignement agricole actuel. Aujourd'hui, on a entre 300 et 500 lycées agricoles en France qui forment une masse de futurs agriculteurs, mais avec pas assez d'agroécologie aujourd'hui. C'est vraiment très lent à se mettre en place dans les lycées agricoles. Et donc, faudra couper, c'est ça. Je suis en train d'enfoncer une bouture de peuplier. Voilà. Qu'est-ce que tu fais exactement ? Tu es en train de planter un bout de bois à côté d'un framboisier. Donc, en fait, c'est une bouture de peuplier. Ici, on est sur une ligne de biomasse. Donc, le peuplier, il va grandir, il va être très 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 haut. Et il sera taillé pour produire de la matière organique, pour nourrir les lignes qui sont à côté. Le bout de bois que tu viens de planter, c'est un arbre. En effet, ça va pousser et c'est gratuit. Nous, on fait des prestations aussi et on fait des conférences sur l'agroécologie aussi dans les lycées agricoles et tout ça pour donner envie aux jeunes de se connecter à cette pédagogie du vivant que l'on fait et pour essayer de diffuser cette énergie dans le système actuel. Tu vois, on se sépare pas du système. On aimerait bien que ces principes de pédagogie du vivant, d'agroécologie, se disséminent dans l'enseignement agricole de base, quoi. Est-ce que c'est les élèves qu'il faut former à l'agroécologie ou est-ce que c'est les profs qu'il faut faire prendre conscience qu'il faut que ça change ? Alors, les élèves, bien sûr, mais bon, si on veut que les élèves de lycée agricole soient formés comme ça, bien entendu, c'est les profs et
le système entier. Enfin, c'est systémique, c'est-à-dire que les programmes de l'enseignement agricole, pour les changer, il faut se lever tôt, quoi. C'est des gros mammouths. Il y a du boulot, c'est pour ça que chacun doit trouver sa place. On est tous des petites fourmis, en fait on est 8 milliards sur Terre, il y a du boulot, mais si tout le monde se met à se dire « ma place, c'est pas derrière un ordi pendant 8 heures dans la journée », et c'est de faire autre chose qui est beaucoup plus vivant, bah en fait le boulot il va se faire vite. Faut arrêter de dire moi je vais pas faire ça, je vais quand même acheter un SUV parce que c'est plus confortable, juste parce que y a que moi qui fais cette petite action. Si tout le monde le fait, enfin il y a un pouvoir énorme, quoi. C'est comme les milliers d'arbres qui sont en train de pousser dans cette parcelle qui a été complètement matraquée par 40 ans d'agriculture conventionnelle. Bah là, il y a énormément de vie. Les vers de terre, les champignons disent merci au Mawajit et à tous les gens qui sont venus planter ici, parce qu'il va y avoir il y a des choses incroyables qui sont en train de se passer, quoi. Donc ça peut aller très vite, en fait. On peut faire bouger les choses encore. Évidemment. J'arrête de dire qu'il y a urgence. L'urgence, c'est de ralentir, de se poser, de se dire pourquoi je suis là, quoi. Bon, si jamais on veut devenir voyageur, peut-être c'est ça le nom, tu vois, c'est pas élève ou participant, c'est des voyageurs. Si on veut venir voyager avec vous, comment on fait, comment on vous contacte, comment on se renseigne? Alors, si on veut nous suivre, il y a le site web lesagronomes.com, donc les agronomes avec un H, comme des hommes. L'Instagram Les Agronomes, sur Facebook aussi. Et il y a le podcast de l'école d'agroécologie voyageuse qui est disponible sur toutes les plateformes d'écoute pour écouter un peu les retours d'expérience de paysans, paysannes qui pratiquent l'agroécologie. Et voilà, si vous voulez nous contacter, agroécologievoyageuse@gmail.com. Et on peut venir, donc, qu'on ait envie de devenir paysan ou agriculteur, ou juste, comme tu disais, journaliste, ou juste se sensibiliser pour porter la bonne parole après. Ouais, qu'on veuille devenir paysan, paysanne, qu'on soit totalement paumé, mais qu'on ait envie d'œuvrer pour le vivant, ou qu'on souhaite mettre en place un projet entrepreneurial pour accompagner les gens à faire de l'agroforesterie chez eux. En fait, le plus important, c'est d'avoir envie d'œuvrer dans le domaine de l'agroécologie, de comment on régénère le vivant pour aussi produire notre nourriture et vivre bien en tant qu'être humain. Je ne sais pas où je vais, oh ça je l'ai jamais bien su. Mais si jamais je le savais, je crois bien que je n'irai plus. Aujourd'hui je t'aime, oui mais demain on ne peut jamais être sûr de rien. On va toujours seul sur la route, je continue coûte que coûte. Et puis une route en croise une autre, et puis une autre et encore une autre. Pourvu que la tienne, oh mon amour, croise la mienne tous les jours. Je ne sais pas où je vais, oh ça je l'ai jamais bien su. Mais si jamais je le savais, je crois bien que je n'irai plus. Et je suis une cigale, t'inquiète fourmi, je crève pas la dalle. La musique c'est un bon gagne-pain, où que je sois, je manque de rien. Je chante toujours de quoi grailler, de quoi trinquer, de quoi causer. Je m'endors où il fait sommeil, et je passe l'été au soleil. Je ne sais pas où je vais, oh ça je l'ai jamais bien su. Mais si jamais je le savais, je crois bien que je n'irai plus. Un jour ici, l'autre là-bas, la SNCF ne m'aura pas. Et toi qui n'as qu'une seule adresse, oh pauvre si tu veux, je t'en laisse, mais échange de bons procédés. Si tu veux bien m'héberger, ben je serai le bienvenu. Ben nous serons les bienvenus. Je ne sais pas où je vais, oh ça je ne l'ai jamais bien su. Mais si jamais je le savais, je crois bien que je n'irai plus. Je ne sais pas où je vais, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas. Octoclus, je vous en parle régulièrement. Vous êtes toujours dans Sur quel pied penser.
Et aujourd'hui, je vous reparle un peu d'Octoplus. Octoplus est un podcast que je réalise également, des portraits de personnes de 80 ans et plus. Octo, pour l'octantaine. 80 ans, et plus pour plus, parce que c'est à partir de 80 ans. C'est une émission que je réalise avec des particuliers, mais également dans des EHPAD. Je vous avais proposé il y a quelques semaines de découvrir justement un atelier dans un EHPAD pour voir comment on peut se construire ce genre de réflexion et comment on peut préparer ce genre d'entretien. Robert, lui, je ne l'ai pas rencontré dans un EHPAD. Je le connaissais avant ce projet, mais j'ai été le voir pour lui poser les questions et pour enregistrer ce qu'il raconte à toute sa famille depuis des années. Je m'appelle Alfred Robert François. Je suis né le 7 avril 1930 à Sainte-Gemme. Je suis un immigré ici. Je suis arrivé, j'avais 1 an. Parce que ce projet, Octoplus, c'est quand même ça. C'est récupérer un bout de mémoire, récupérer des anecdotes, les compiler. Parfois, c'est pas forcément évident à saisir. L'intérêt, c'est juste d'écouter. Octoplus, c'est un genre de voyage à travers le temps, à travers le passé d'autres personnes, pour ne pas oublier et pour se laisser porter. Est-ce qu'on y prend de l'expérience ? Je ne sais pas. Est-ce qu'on y prend du plaisir ? Moi, oui. En tout cas, ces petites anecdotes-là, à moi, me plaisent beaucoup. Elles racontent à leur manière un moment d'histoire. Octoplus est 2e épisode consacré à Robert. Alors, évidemment, moi, avec mes lunettes, je n'ai pas pu faire du foot. Je n'ai pas pu faire du rugby. Il fallait surtout pas casser les lunettes. Et puis sans lunettes, je ne voyais pas. Et tout. Alors, à 20 ans, j'ai passé le permis de conduire. Mon père avait une Torpedo Berlier. Et ensuite, j'ai passé le permis moto. J'avais une moto, toujours. Et ensuite, avec des copains qui étaient mécanos, dans les années 60, ça, on avait déguisé des 175 motobicanes en moto de cross, parce qu'on faisait tous les circuits, moto, voitures. Il y avait Nogaro, Albi, au village là-bas, avant remembrement, il y avait un truc, on s'était fait un petit circuit motocross. Et après, il y a eu le karting, vous savez. Il y avait un club de Florence, alors... chez le forgeron, on avait un châssis, j'avais pas beaucoup de pognon. J'avais acheté un moteur d'une petite moto à mon voisin, chez un marchand de cycles. On avait trafiqué ça et on faisait les courses dans un premier temps dans les villages, les fêtes de village, tout ça. Et après, on a fait la Coupe de France sur des circuits, Gimont, Auch. Voilà, et après, ça a été fini, tout ça, parce que j'étais plus la vogue. Et puis moi, j'avais bien d'autres occupations, oui, parce que vous savez, à l'époque, j'avais 50 hectares de terre, je faisais l'entreprise de travaux agricoles, la mairie, j'étais... Si, j'allais assister quand même... au cours à Nogaro, j'étais à Monaco, le F1. Je ne me souviens plus tellement maintenant. Oui, bon. Mon père, qui était un grand personnage, mais pas sa taille, il faisait 1m66 ou 7, mais très intelligent, très chose et tout. Et il avait administré la commune pendant 26 ans. Et en 65, il me dit, un mois ou chose avant les municipales, il me dit, eh bien, il faudrait que tu me remplaces à la mairie. Ah non, pas du tout. Il est reparti pour un mandat de plus. Et alors, la commune qui était une mosaïque de petites parcelles toutes imbriquées, une seule route du croisement de Pisse. Et ici, il y avait les Duberry, un chemin de terre, l'Esquirot, chemin de terre, tout ça.
Et quand un jour il était à Rouge, le directeur des services école, quoi, avant de partir, il dit dites-moi, monsieur le maire, est-ce que votre commune serait favorable à une opération de remembrement? Parce que nous en avons effectué 4 au sud d'Auch et nous en ferons 4 au nord. Mon père, vaguement, il savait un remembrement que c'était un regroupement de parcelles. Et il dit, écoutez, monsieur le directeur, j'en ferai part au conseil municipal, et s'ils sont d'accord, parce que lui, il n'avait pas besoin du remembrement, lui, à moins de se mettre d'une départementale. En face, là, il y avait 20 hectares de terre sans un arbre, sans une haie, sans rien. Eh bien, il l'a fait faire, tout ça, avec une autre commune. Oui, parce que après, en 71, pour les élections municipales de 71, il m'a dit, bon, maintenant tu vas prendre une décision. Oh, écoute, il m'a dit, si ceux qui sont capables de l'administrer, vous aurez affaire à des imbéciles ou des malhonnêtes qui seront peut-être les deux à la fois. Bon, je lui ai dit, écoutez, vous me mettez sur la liste et on verra bien. Et il manquait qu'un candidat. Bon, mais moi, je n'étais pas tête de liste, c'était un peu de truc. Ce qui fait que la liste est passée le dimanche. Quelques petits coups de crayon, et bien sûr, c'est pas grave ça. Et le vendredi soir, j'étais élu maire. Et voilà. Mais moi, je m'en foutais de ça. Et après, au cours des mandats, c'était pareil. Quand je refusais, on me disait, monsieur le maire, non. Toujours ce que m'avait dit mon père. Si vous n'acceptez pas cette fonction, monsieur, c'est un imbécile. Et alors, ce qui fait que j'ai eu 2 présidences. Quand j'ai reçu le courrier, moi, que j'étais nommé au conseil, moi, j'appelle le président des maires du département, je lui explique mon cas, et il me dit, oui, monsieur le maire, il est paru un décret que 2 maires de petites communes de chaque département de France doivent siéger au conseil général pour que ça remonte de la base, parce que les conseillers généraux, le député et le sénateur, qui étaient les membres des choses. Et là, il a fallu 2 maires de petites communes du département de France. Il y a 460 communes dans le Cher, et il doit y en avoir 250 de petites. Ils auraient pu trouver... Non, j'ai été nommé. Alors, ça aussi, c'est surprenant. Le président du Conseil général, à l'époque, était Jean-Pierre Joseph, qui était au lycée de Lectoure. Et puis, lui, il est allé en politique, il a été nommé, il était de gauche. Mais c'est pas une tare, ça. Non, mais ce qui est surprenant en plus, quand je reçois la nomination, moi, le maire de Taillevaux, qui était plutôt de droite, mais pas extrême, rien du tout. Pour moi, un intelligent intègre de droite et un intelligent de gauche, c'est pareil. Les mêmes objectifs par des choses différentes. Et vous savez, quand vous êtes dans l'hémicycle, là, costard, cravate, parce qu'il y avait le préfet, le président du conseil municipal et tout, et après le compte rendu de la session précédente, et après les questions. Une fois, je dis, oui, monsieur le président, est-ce que dans la chose de 93, est-ce qu'il serait bon d'aménager les 2 routes nationales? Et voilà. Et comment cela, monsieur le maire? Eh bien, la nationale 21 et la 21 à Stafford-Roche,
et la 124 Peugeot Dragonche à 2 fois de voir. Oh, monsieur le maire, vous vous rendez compte des autoroutes dans les coteaux Mais monsieur le président, je n'en connais pas le compte, mais pour attirer des entreprises, des tourismes et tout, oh, ben oui, c'est tout. Eh bien, la seule qui est terminée il y a 6 mois au vu, Peugeot Dragonche, depuis les années 80. Ah bon? Ah non, je croyais que c'était terminé. Une fois, je dis, monsieur le président, serait-il utile, dans l'hiver, le temps de pluie, de matérialiser les départementales par une bande blanche centrale et deux bandes blanches dans les virages accidentogènes. Ouh, monsieur le maire, le coût de la peinture. Et quand on est allé dans le Lot-et-Garonne, un an après, ou ce que j'avais proposé, moi, eh bien, dans le Lot-et-Garonne, c'était fait. Et ça aussi, j'avais proposé ça au président. Quelques minutes après, il y a le maire conseiller général de Marseille qui dit, comme disait si justement le maire de gauche, il reprenait ce que le maire de gauche, de droite, monsieur Lamotte. Oui, enfin. Il avait raison. On était sur la même travée et j'étais à 5 ou 6. Mais il savait, moi je le connaissais, je connaissais au moins son nom. Mais moi, il a dit, il avait raison. Le maire de gauche, il ne savait même pas ce que c'était. Et moi, comme je disais, c'est justement le maire de gauche, de droite, monsieur Lamotte. Oui, enfin, les autres rigolaient. Alors, on rigolait pas toujours quand même, parce que, oui, mais il faut faire le chose. Et j'étais là, et avec mon certificat d'études, toujours. Et ce qui fait que là, bon, je suis foutu. Non, il va pas couper le... Je ne peux pas tout vous raconter non plus. Les aventures, mes aventures. No, mais non, faites un résumé. Levántate, mi nieto, hoy es el día del paseo, ven conmigo mi querido, vamos a caminar, ojos abiertos, lo vi charlar, contándome su vida, corazón lleno y cantar su memoria, su destino. Ya te fuiste, abuelo, por tu último paseo. Me siento solo, mi querido, solito a caminar. Ojos abiertos, sigo charlando, contándole a todo tu vida. Corazón lleno, sigo cantando tu memoria y tu destino. J'ai été victime de guerre. J'avais 9 ans, parce que vous parlez 9 ans, en 1939. Et en 1939, mon père me met à une colonie de vacances à Haro. Il y avait, à l'époque, il y avait 3 mois, juillet, août, septembre, de vacances. Et moi, j'étais du 3e contingent, fin septembre. Fin septembre, 3e jour. Oh, j'étais à Haro, parce que vous savez, à la campagne, seulement il y avait de mon âge et plus 14 ans, jusqu'à 14 ans, et les grandes doches, ça, ils étaient dégourdis, et ils faisaient des trucs, des machins, j'étais ravi à ça. Alors c'était 3 semaines, la colonie de vacances, c'était pendant 3 semaines.
Seulement au bout de 15 jours, rapatrié. Il y a eu la déclaration de guerre, ce qui fait que je n'ai pas fini. Eh bien oui, mais on ne peut pas avoir que des avantages. Ah mais non, mais on travaillait avec les choses. Vous savez, mon père, là-bas, là où il y a le poulailler, maintenant, il y avait une ferme, là, il avait des métayers. Il y avait des métayers, là, et il avait une quarantaine d'hectares de terre, 2,5 hectares de vignes. Mais tout se faisait à la main, il fallait du personnel. Hein. Bon, il y avait bien des faucheuses avec des vaches. Après, il y a eu des tracteurs quand même, avec le plan Marshall. Il y a eu des tracteurs plus récents. Mon père avait un Austin, roue de fer. C'était un pétrolier, c'est-à-dire il y avait 2 réservoirs, un réservoir de 30 litres de pétrole et un petit réservoir de 5 litres d'essence. Alors on démarrait à la manivelle, à l'essence, et alors il y avait un réchauffeur qui réchauffait le circuit de pétrole. Et quand le moteur était chaud, on coupait l'essence, on mettait le pétrole. Mais pendant la guerre, l'essence, il y avait des bons d'essence, mais pas beaucoup. Et moi, à la fin de la guerre, j'avais 15 ans, et je travaillais avec et toutes les corvées, il fallait les germières, faire les germières. Après, il fallait des piquages, tout ça. Les vendanges, il y avait les voisins, tous les voisins. Et oui. Tout se faisait comme ça. Ah, pendant la guerre, eh bien, vous savez, pendant la guerre, il y avait manquait de tout. Et bien ici, là-bas, vous savez, c'était des communs. Là-bas, il y a une pièce, il y avait une grande cheminée comme ça, pour faire les lessives. Il y avait un four à pain à côté entre le mur et chose. Et toutes les semaines, pendant la guerre, eh bien, les voisins, les voisines, faisaient des petits pains comme ça. Et toutes les semaines, là, on faisait du pain au four, là. C'est sûr que pendant la guerre, et encore à la campagne, ils avaient des légumes, ils avaient de la volaille, mais en ville, et alors, il y avait le marché noir, bien sûr, ceux qui avaient les moyens. Et puis, il y a eu la résistance, la milice. Mais seulement ce qu'il y avait, c'était que il y avait des cellules communistes dans 3 ou 4, parce qu'il y avait beaucoup de communistes à l'époque. Et il y a eu 3 personnes qui ont été fusillées sur dénonciation, parce qu'ils allaient à la messe, parce que gna gna et tout. Il y a 3 personnes, 2 de Serran de la Lane, ils ont été raflés un jour, et au bois, là, ils ont assassiné. Pourquoi? Ça a été une drôle d'époque, ça. Bon, nous, on se réunissait, on allait au village, on avait un jeu. C'était des boulets de fer comme des balles de golf, à peu près. Il y avait le quillon, ce qu'on disait, un quillon, et on misait. Là, c'était des pièces de centimes à l'époque. Chacun mettait sur le quillon, et là, je ne sais pas combien, 7-8 mètres, je dirais. Celui qui s'approchait le plus du quillon, c'était lui qui lançait le boulet, il misait et il raflait la mise. Et ça recommençait, on remettait des centimes là. Et oui, parce que aussi, ça faisait un peu comme à la pétanque. Parce qu'il y en a qui étaient trop près, pam, les autres les dégageaient. Oh, mais il faisait beaucoup, les instituteurs, institutrices pendant la guerre, ils faisaient du théâtre pour envoyer des colis aux prisonniers. Et, dans l'animation, oui, quand même. Oui, puis on était nombreux quand même. Hein. Il y avait beaucoup de familles d'Italiens qui étaient métayers dans les
fermes un peu importantes. Ici, il y en avait. C'était surtout les travaux des champs. C'était les travaux des champs. Tout le monde avait des vignes et tout ça. Mais c'était 10-12 heures par jour. Hein. Non, le plus dur, c'était les corvées, les battages, tout ça. Oui, ça, c'était la poussière, la chaleur, c'était au mois d'août quand même. Ça. Oui, mais non, mais c'était la vie, oui, c'était comme ça. Il y avait la messe tous les dimanches, les vêpres, pour rencontrer les filles. Oui, non, mais attends, à l'époque, c'était pas... de toute façon, tout était interdit. Oh, on rencontrait les filles, on rigolait, quoi. Hein. Mais c'est pas du tout comme maintenant. Hein. C'était interdit. On allait en enfer. C'est tout juste après la guerre, dans un petit bac qui avait souffert. Sur une piste de misère, il y en avait deux à découvert. Parmi les gravats y dansaient, dans ce petit bac qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bac perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans le geste ému, alors quelle importance, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien, et c'était bien. Ils buvaient dans le même verre, toujours sans se quitter des yeux. Ils faisaient la même prière d'être toujours heureux. Parmi les gravats, ils souriaient dans ce petit bal qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans le geste ému. Oh, quelle importance, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus. La maison, oui, la maison, c'était l'ancien, c'était la seigneurie d'Aigues-Mortes. C'était, à l'époque, c'était très important. Ça a été même Aigues-Mortes et Ligarde, sur le mariage. Et puis les anciens propriétaires n'ont pas eu de descendance, et ce qui fait que ça a été vendu. Le temps de faire le truc et le machin, en 31. Bon, ça a été transformé un peu. Nous, on a un peu... Là, il y avait ce qu'ils appelaient la salle à manger, là. Et tout était chauffé au bois. Et là, il y avait une autre pièce avec une grande cheminée. C'était pour les domestiques, qui mangeaient les domestiques, là. Et puis, il y avait une cuisinière qui faisait les repas pour les propriétaires et les domestiques. Et oui, il y avait deux bonnes. Il y avait des sonnettes, oh putain, dans les couloirs, il y avait des machins comme ça. Et les bonnes étaient là sur l'autre chose, les petites fenêtres, là, il y avait deux chambres de bonnes. Et alors, avec les bascules, ting, 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 ting. Allez, hop, la bonne, elle faisait tout. Elle faisait les ménages, elle faisait les pots de chambre. Oui. Les domestiques, mais bon. Là-bas, il y avait des chevaux. Il y avait des chevaux à l'époque. Et alors, il y a une étable, là, et il y avait une petite chambre. Et il y avait ma grand-mère, mes parents, nous étions 5,
et un domestique. Et des métayers là-bas, une famille d'Italiens. Et oui, en 1920, quand il y a eu le problème en Italie, le fascisme, et ils sont partis. Et il y en a qui sont arrivés avec une paire de bœufs, un grand chose, et tous les meubles, l'Italie, la France. Moi, j'étais toujours dehors. Bon. C'était leur mère qui s'occupait. Bon, il y avait encore mes parents. Bon, ma mère, elle s'en occupait pas trop quand même. Non, nous logions là-bas, on avait aménagé notre partie là. Oui, et après, ils sont partis, l'école, le lycée, le collège Florence, le lycée chose, l'université Paul Sabatier Toulouse, et après, ils se sont mariés, et alors moi, comme j'étais embringué en politique, que c'est tout, pas de personnage important. Nathalie, un jour, a dit à sa mère, avec David, on a décidé de se marier, à Toulouse, et c'était à l'époque des municipales. Et Dominique Bautis, qui était maire de Toulouse, c'était son père Bautis, et il avait été nommé au CSA à Paris. Qu'est-ce qu'il fait? Il demande à son ami Philippe Douste-Blazy, maire de Lourdes, prendre la suite. Et bon, les élections, les municipales passent le dimanche, et la liste Douste-Blazy est passée, et Jacqueline, là, elle dit, on va la féliciter, parce qu'on le connaissait bien. Ses grands-parents étaient pharmaciens à Mirande. Et après chaque réunion, il y a un cocktail, un truc. Et c'est comme ça, moi avant, je les connaissais. Et Philippe, quand il y avait un cocktail, il venait, après avoir salué, discuté à tout, il venait nous trouver et il aimait bien parler avec Jacqueline et puis moi. Et alors Jacqueline, après le chose, il lui envoie une lettre de félicitations le vendredi soir, l'élection du maire. Il a été élu maire et dans le lendemain, il y avait le mariage. Et le secrétariat de la mairie de Toulouse avait dit Nathalie que monsieur le maire Douste-Blazy procéderait à leur mariage à 10h30 à la mairie de Toulouse. C'est Philippe Douste-Blazy qui nous a fait l'honneur et l'amitié de marier notre fille. Salon d'honneur, herbe à marier, la météo de la vie, pas la météo, qu'est-ce que je raconte? La télé de la ville, tout, la cassette, on y a mis. Eh bien oui, c'était ça, avec Jacqueline, eh oui. Un bien joli voyage aujourd'hui, entre l'école d'agroécologie voyageuse et les souvenirs de Robert. Robert qui reviendra pour une nouvelle émission, sûrement une dernière partie très bientôt. On aurait pu les mettre en face à face pour discuter du travail des champs, les entendre échanger sur les pratiques, parler de la fertilité de leurs idées, de leur enracinement dans les difficultés de leurs projets, et voir se développer une complicité, récolter les communs. Bon, en tout cas, j'aime imaginer que le travail que je propose dans cette émission Sur quel pied penser soit un humus pour vous permettre de réfléchir au monde de manière différente. Ce que nous avons écouté aujourd'hui, c'était Massilia Sound System avec Lâcher Prise, The Metals Pressure Drop, La rue est à nous, où je vais, Andaluz et le très bon Guillaume Lopez, Sous Memoria, Sous Destino, et Pierre Carré pour une reprise du Petit bal perdu de Bourvil. Et cette émission est désormais terminée. Je vous souhaite une belle journée à l'écoute de vos programmes. J'espère que cette émission vous a plu et vous pouvez aller nous retrouver sur les réseaux pour nous dire si vous avez aimé ou pas et écouter les épisodes que vous n'avez pas encore découverts. Et puis comme à chaque émission,
je vous embrasse. Enfin, celles qui le veulent bien.